Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque Koubaba, sélection. http://koubaba.unif-paris1.fr/. Collection KUBABA. Série Grammaire et linguistique. Dorothée Stéphane, à l'origine du signe, le latin signum. Fruit, Michel et Van Laar, Sophie accent aigu DS. Adverbe et évolution linguistique en latin. Thibault André édition. Gallicisme et théorie de l'emprunt linguistique. Nadjo Léon, la composition nominale. Étude de linguistique latine. Texte réuni par F. Guillaumont et D. Roussel. Nadjo Léon. Du latin en français d'Afrique noire, texte réuni par F. Guillaumont et D. Roussel. Roche, Sophie édition, Prier dans la Rome antique. Étude lexicale. Fruit, Michel et Spevak Olga, accent aigu DS. La quantification en latin. Moussy, Claude, synonymie et antonymie en latin. Spevak, Olga édition, le syntagme nominal en latin. Nouvelle contribution. Série Antiquité. Aux frères Sidney H., Tot Hermès l'Égyptien. Briquel Dominique, le forum brûle. Freux Jacques, Histoire du Mitanni. Freux Jacques, Histoire politique du royaume du Gari. Freux Jacques, Suppiluliuma et la veuve du pharaon. Mazoyer, Michel édition, Homère et l'Anatolie. Mazoyer, Michel, Télipinou, le dieu au marécage. Pirard, Éric, Georges Dumézil face aux démons iraniens. Pirard, Éric, guerrier d'Iran. Pirard, Éric, l'Aphrodite iranienne. Pirard, Éric, l'éloge masdéen de l'ivresse. Sergent Bernard, l'Atlantide et la mythologie grecque. Sterckx, Claude, les mutilations des ennemis chez les Celtes pré-chrétiens. Les Hittites et leur histoire. Freux, Jacques, Mazoyer, Michel, en colle avec Isabelle Cloque-Fontanille, des origines à la fin de l'ancien royaume hittite, les Hittites et leur histoire, volume 1. Freux, Jacques, Mazoyer, Michel, les débuts du nouvel empire hittite, les Hittites et leur histoire, volume 2. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une partie des communications présentées lors du colloque biennal du Centre Alfred Hémou, sur les adverbes en latin. Sont ici réunis les articles portant sur la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Nous remercions tous les auteurs qui nous ont confié leurs articles pour publication. Vincent Martzloff pour son aide dans la relecture et Michel Mazoyer, qui a accepté cette publication dans la collection KUBABA. Regard sur le classement des adverbes français, de Christian Molinier, 1984 et 2000. Christian Touratier. Université de Provence. Ch. Molinier, qui connaît notamment les travaux de Randolph Greenbaum et de Claude Guimier et qui suit de très près les analyses et le classement de R. Greenbaum, repris et modifié dans la fameuse grammaire anglaise de Quark et Greenbaum notamment, ne distingue pourtant que deux grandes classes d'adverbes, qu'il appelle respectivement adverbes de phrase et adverbes intégrés à la proposition. 1. Deux classes disjointes. Il présente et définit ces deux classes de la façon suivante. Dans l'ensemble global des adverbes, nous établissons une première partition entre les adverbes de phrase ou adverbes de statut périphérique, d'une part, et les adverbes intégrés à la proposition, ou adverbes rattachés au verbe ou à un autre constituant de la proposition d'autre part. Molinier et Levrier, 2044. Pour justifier cette partition, il utilise à la suite de R. Greenbaum des critères de fonctionnement qu'il ramène à deux tests, le détachement en tête de proposition négative et le clivage. Les adverbes de phrase sont définis par la conjonction des deux propriétés suivantes. 1 degré, possibilité de figurer en position détachée en tête de phrase négative. 2 degrés, impossibilité d'extraction dans c'est que. Molinier et Levrier, 2044. Et ce n'est pas l'absence de ces deux propriétés, mais l'absence de l'une de ces deux propriétés qui entraîne l'appartenance à la seconde classe d'adverbes, ce qui peut donner l'impression de constituer une opposition bancale. Les adverbes intégrés à la proposition, complémentaires des premiers, sont définis par la disjonction de la négation de chacune des propriétés des adverbes de phrase. Un adverbe intégré à la proposition doit donc vérifier l'une et ou l'autre de ces deux propriétés. 1 degré,
Impossibilité de figurer en position détachée en tête de phrase négative. 2 degrés possibilité d'extraction dans c'est que. Molinier et Levrier 2045 à 46. Dans un second temps ch. Molinier distingue 3 sous-classes à l'intérieur des adverbes de phrase et 6 sous-classes à l'intérieur des adverbes intégrés à la proposition. Et c'est en se fondant avant tout sur leur signification qu'il parvient à distinguer ces différentes sous-classes d'adverbes, qui peuvent être représentées par le tableau de la figure 1. Figure 1. Classement des adverbes d'après ch. Molinier. 2. 3 sortes d'adverbes de phrase. Les adverbes de phrase peuvent être soit conjonctifs, soit disjonctifs, ces derniers étant eux-mêmes soit disjonctifs de style, soit disjonctifs d'attitude. Ch. Molinier réunit donc dans une même classe 2 des 4 classes de la grammaire de Quirk, à savoir les conjoints et les disjoints, ce qui peut paraître surprenant au moins du point de vue terminologique, puisque le préfixe con est sémantiquement le contraire du préfixe dit. 2.1. Adverbes conjonctifs. Ce sont les conjoints de la grammaire anglaise de Quirk, ou les conjonctifs, sous-types des adverbes exophrastiques portant sur le dire, de ces guillemets, ou tout simplement les connecteurs des pragmaticiens. Hâte-toi, autrement tu seras en retard. Max travaille cependant il échoue, Molinier et Levrier 2049. Si l'on regarde la liste des différentes sous-classes sémantiques admises par ch. Molinier, force est de constater la diversité sémantique de ces groupes, la faible représentation des adverbes en ment, Molinier et Levrier 2056, et la présence importante de tours apparemment prépositionnels entièrement figés, en premier lieu d'abord, en outre de plus de surcroît en effet d'ailleurs, à propos du reste, en bref en réalité au fond, en définitive, alors, au contraire par contre en revanche, de toute façon en tout cas, ou plus ou moins figé, ce sujet à cet égard à ce propos d'un autre côté, dans ce cas sans cela, malgré tout, ainsi que de 3 conjonctions de coordination, car donc mais. Mais toutes ces unités linguistiques ont 2 choses en commun. D'abord, au point de vue du sens, les adverbes conjonctifs dans leur ensemble ont souvent des propriétés référentielles formellement marquées, qui explicitent le lien de la phrase où ils figurent avec la phrase ou le discours du contexte gauche, Molinier et Levrier 2056. Ensuite, au point de vue syntaxique, ce sont quasiment tous des expansions de propositions. Il semblerait donc préférable de postuler, pour ces conjonctifs, une classe non pas d'adverbes, mais de particules qui seraient des expansions de propositions, et d'admettre que de véritables adverbes ou adverbiaux peuvent, en fonction de leur sémantisme, remplir ce même rôle syntaxique et sémantico-pragmatique de connecteur quand ils sont extraposés ou détachés à gauche. Et rien n'empêchera d'ajouter que certains de ces adverbes ou de ces adverbiaux ont pu, historiquement, se figer pour ne plus être maintenant que des expansions de phrases à fonction de connecteurs. 2.2. Adverbes disjonctifs de style. Par disjonctif de style, dénomination qu'il reprend expressément confère. Molinier et Levrier 2065, note 1 à la grammaire anglaise de Quirk, ch. Molinier entend désigner ce que d'autres, comme Oswald Ducrot, confèrent. Ducrot et Schaeffer, 1995, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 731, appelle adverbe d'énonciation ou ce que Séguimier considère comme 2 sous-types différents d'adverbes exophrastiques, à savoir les adverbes métalinguistiques, sous-types des adverbes exophrastiques portant sur le dire, confère. Guimier, 1996, 133, et les adverbes illocutifs, sous-types des adverbes exophrastiques portant sur la visée du discours, confère. Guimier, 1996, 141. Ch. Molinier donne comme exemple d'adverbes disjonctifs de style. Honnêtement, plus concrètement, plus en clair, c'est un fiasco égal. Je te dis honnêtement, plus concrètement, plus en clair que c'est un fiasco, Molinier et Levrier 2049. Et fait rentrer dans cette sous-classe tous les adverbes qui ont une des propriétés suivantes. Aptitude à entrer dans une paraphrase dans laquelle il modifie en tant qu'adverbe de manière un verbe de type dire placé dans une phrase supérieure. Présence dans des formes syntaxiquement complexes de substantifs tels que termes, mots, propos, ou de verbes tels que parler ou dire. Possibilité de paraphrase mettant en jeu des substantifs tels que termes, mots, propos, ou de verbes tels que parler ou dire. Molinier et Levrier 2065.
Il répartit ces adverbes disjonctifs de style en un certain nombre de sous-groupes sémantiquement différents, comme notamment les adverbes qui indiquent la disposition psychologique ou morale du locuteur en tant que tel vis-à-vis du destinataire, Molinier et Levrier 2066. Confidentiellement, plus franchement, plus honnêtement, plus etc. Ce spectacle est nul. B. Ceux qui fournissent un commentaire sur la forme de l'énoncé, Molinier et Levrier 2068. Concrètement, plus objectivement, plus simplement, c'est fini. C. Ou ceux qui invoquent soit la vérité, soit le vrai, Molinier et Levrier 2077. Réellement plus, véritablement plus, vraiment, c'est une bonne chose pour Luc. 2.3. Adverbes disjonctifs d'attitude. À l'intérieur des adverbes disjonctifs, qui pour nous sont les seuls adverbes de phrase puisque nous en avons exclu les prétendus adverbes conjonctifs, les disjonctifs d'attitude complémentaires des disjonctifs de style se subdivisent en 4 sous-classes, les adverbes d'habitude, confèrent. Habituellement, Max est clair, les évaluatifs confèrent. Curieusement, Max n'est pas venu, les modaux confèrent. Certainement, Max a raison, les adverbes d'attitude orientés vers le sujet confèrent. Sottement, Max n'a pas répondu, Molinier et Levrier 2049. Ce sont bien des adverbes de phrase comme l'indique le fait qu'ils puissent être glosés par cela est adjectif, ou cela reprend toute la proposition, ou par le verbe principal il est adjectif, auquel est subordonnée toute la proposition subséquente. Max est clair, cela est habituel, il est habituel que Max soit clair. Max n'est pas venu, cela est curieux, il est curieux que Max ne soit pas venu. Max a raison, cela est certain, il est certain que Max a raison. Max n'a pas répondu, cela est sot, il est sot que Max n'ait pas répondu. Dans le cas des adverbes d'attitude orientés vers le sujet, ch. Molinier estime que l'adverbe porte sur la phrase entière et ne modifie en rien le verbe, Molinier et Levrier 2107. Il montre en effet que ces adverbes, conformément à la définition des adverbes de phrase, peuvent précéder une proposition négative. Sottement, Paul n'a pas répondu à la question de Marie. Intelligemment, Paul n'a pas parlé de ce problème. Prudemment, Paul n'a pas conduit dans la nuit du retour. Molinier et Levrier 2107. Alors que c'est impossible pour les adverbes de manière orientée vers le sujet, qui semblent pourtant sémantiquement proches des adverbes de phrase orientés vers le sujet, mais qui n'en sont pas moins des adverbes intégrés à la proposition. À côté de Max a lu attentivement la notice. Luc attend anxieusement les résultats. On ne peut avoir. Attentivement, Max n'a pas lu la notice, Molinier et Levrier 2118. Anxieusement, Luc n'attend pas les résultats. Alors qu'il est possible de dire attentivement, Max a lu la notice. Anxieusement, Luc attend les résultats. Mais ch. Molinier pense que l'adverbe de phrase d'attitude porte aussi sur le sujet, puisqu'à chacune de ces phrases on peut associer une phrase de structure n-héros être adjectif, Molinier et Levrier 2107, en l'occurrence. Max a été sot de ne pas répondre. Ch. Molinier signale, en ce qui concerne la position des adverbes disjonctifs dans la phrase, un certain nombre de particularités. D'une façon générale, il vérifie tous, mais pas de façon entièrement identique, ce que les grammaires traditionnelles appellent à tort, à notre avis, la propriété de mobilité adverbiale, Molinier et Levrier 2084. Tous, en effet, peuvent être détachés en tête de phrase. A. Adverbe d'habitude. Généralement plus d'ordinaire plus, Max déjeune à la cantine. Confère. Molinier et Levrier 2084. B. Adverbes évaluatifs. Curieusement, Luc n'a rien compris, confère. Molinier et Levrier 2084. C. Adverbes modaux. Apparemment plus, certainement plus, effectivement. Paul est arrivé en retard. Molinier et Levrier 2097. D. Adverbe d'attitude orienté vers le sujet. Sottement, Paul a répondu à la question de Marie. Molinier et Levrier 2107. Tous, sauf les adverbes évaluatifs, peuvent aussi être détachés en fin de phrase ou après le sujet. A. Adverbe d'habitude.
Max, généralement plus d'ordinaire plus, déjeune à la cantine. Max déjeune à la cantine, généralement plus d'ordinaire plus. Confère. Molinier et Levrier, 2084. B. Adverbe modaux. Paul, apparemment plus certainement plus effectivement est arrivé en retard. Paul est arrivé en retard au bureau. Apparemment plus certainement plus effectivement. Molinier et Levrier, 2097. C. Adverbe d'attitude orienté vers le sujet. Paul, sottement, a répondu à la question de Marie. Paul a répondu à la question de Marie, sottement. Molinier et Levrier, 2108. On comprend fort bien qu'il s'agisse dans tous ces cas d'adverbes disjonctifs ou d'adverbes de phrase, puisqu'ils sont d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire syntaxiquement et intonativement, détachés de la proposition qui forme le reste de la phrase. Il est peut-être plus gênant de les retrouver à l'intérieur même de cette proposition, c'est-à-dire en fait après son verbe ou après l'auxiliaire de son verbe. Mais dans cette position, tous les adverbes disjonctifs ne semblent pas avoir le même comportement. Les adverbes évaluatifs paraissent vraiment disjonctifs, parce que à l'intérieur de la proposition, ils sont, dit expressément ch. Molinier, nécessairement détaché à la manière des propositions incises. Luc, curieusement, n'a rien compris. Luc n'a curieusement rien compris. Il s'oppose en cela, ajoute-t-il, aux modaux, qui n'exigent pas le détachement. Luc apparemment n'a rien compris. Luc n'a apparemment rien compris. Cependant, deux évaluatifs, heureusement et malheureusement n'exigent pas non plus le détachement. Luc, heureusement plus malheureusement, n'a rien compris. Luc n'a, heureusement plus malheureusement rien compris. Molinier et Levrier, 2089. Et si l'on se fie à la ponctuation des exemples proposés par les auteurs, il semble bien que les adverbes d'attitude orientés vers le sujet et les adverbes d'habitude n'exigent pas non plus une rupture quand ils sont après le verbe. Paul a sottement répondu à la question de Marie. Paul a répondu sottement à la question de Marie. Molinier et Levrier, 2109. Max déjeune, généralement plus d'ordinaire plus, à la cantine. Molinier et Levrier, 2084. Tout se passe comme si ces adverbes étaient intonativement, de véritables expansions du verbe de la proposition, et donc faisaient syntaxiquement partie de cette proposition. Remarquons que la grammaire anglaise de Quirk considère que generally comme usually fait partie des adjuncts of lim, Quirk et al., 1985, 543 et 618, alors que generally détaché en tête de phrase est un style disjonct, Quirk et al., 1985, 616. Mais ch. Molinier préfère admettre que ces adverbes ainsi insérés dans la proposition appartiennent à la même classe des adverbes de phrase disjonctifs que lorsqu'ils sont en position d'extraposition antéposée, parce qu'à l'évidence, ils satisfont au même test censé montrer qu'ils portent sur l'ensemble de la phrase et non pas seulement sur le verbe. On peut dire qu'alors la signification manifestée par l'édit test prime sur l'organisation et la position syntaxique des constituants dans la phrase. 3. 6 sortes d'adverbes intégrés à la proposition. Il est difficile de dire avec précision quelles fonctions syntaxiques remplissent les adverbes intégrés à la proposition. Mais leur dénomination est peut-être plus suggestive sur ce point que le terme d'adjunct, utilisé par la grammaire anglaise de Quirk, est plus large que le terme d'adverbe intraprédicatif employé par Séguimier. Même si ce terme d'adverbe intégré à la proposition recouvre avant tout une collection d'adverbes que des tests permettent de réunir, Christian Molinier en a proposé la définition en compréhension suivante. Ce sont des adverbes rattachés au verbe ou à un autre constituant de la proposition à laquelle appartient le dit verbe, Molinier et Levrier, 2044. Ce sont donc en gros les adverbes qui ont valu à cette catégorie son nom d'adverbe, et principalement, ceux que la tradition appelle les adverbes de manière et les adverbes de temps. 3.1. Adverbes de manière orientés vers le sujet. Comme le dit justement ch. Molinier et comme on a pu le constater précédemment, la notion d'orientation vers le sujet ou de portée sur le sujet est utilisée depuis longtemps dans la description syntaxique des adverbes, Molinier et Levrier 2118. Elle s'applique à des adverbes qui, dans leur position canonique, post-verbale,
ont une portée principale sur le verbe et une portée secondaire sur le sujet de cette même phrase, Molinier et Levrier 2120. C'est le cas de anxieusement dans. Max regarde anxieusement l'horizon. Car si cette phrase veut dire que le regard que Max porte sur l'horizon est anxieux, il est clair qu'elle signifie Max aussi est anxieux. Cela est vrai, mais montre les limites de cette analyse qui recourt à la notion d'orientation vers le sujet. Car l'énoncé cité ne dit pas que Max est anxieux, il permet seulement de l'inférer. Si syntaxiquement l'adverbe anxieusement porte sur le verbe regarde, avec lequel il forme une construction, ce n'est que sémantiquement et même qu'implicitement qu'il porte sur le sujet Max. De fait, l'énoncé avec adverbe dit de manière n'a pas le même sens que l'énoncé avec adjectif dit traditionnellement attribut du sujet, comme Max regarde anxieux l'horizon. Où il est effectivement dit que Max est anxieux. D'ailleurs, Séguimier, 1996, 65-66, à la suite notamment de Pierre Le Goffik, montre bien la différence qu'il y a entre l'attribut du sujet de Paul est parti joyeux et l'adverbe de manière de Paul est parti joyeusement. En effet, partir joyeusement caractérise proprement le départ, il y a départ joyeux au sens de départ accompagné de manifestations joyeuses. Dans Paul est parti joyeux, il y a départ joyeux au sens de départ d'un sujet joyeux. La joie est celle qu'éprouve le sujet qui part et non celle qui accompagne extérieurement le départ. Le Goffik 1993 360-361. En ce qui concerne leur position dans la phrase, les adverbes dits à orientation vers le sujet posent un problème théorique. Christian Molinier signale en effet que la position préverbale détachée est acceptée par tous les adverbes non susceptibles d'homonymie syntaxique avec les adverbes de phrase disjonctive d'attitude orientée vers le sujet. Molinier et Levrier 2131. Ce que nous appelons extraposition antéposée et interposition est possible, comme le montre. Anxieusement, Luc attend les résultats. Luc anxieusement attend les résultats. Mais l'adverbe de manière de Paul a répondu bêtement à la question de Marie ne peut être, lui, ni extraposé ni interposé des phrases comme bêtement, Paul a répondu à la question de Marie. Paul, bêtement, a répondu à la question de Marie. Contenant, avons-nous vu précédemment, un adverbe disjonctif orienté vers le sujet. L'auteur admet donc que le mot bêtement, ou l'item lexical bêtement comme il le dit, correspond à deux formes adverbiales syntaxiquement homonymes Molinier et Levrier 2053, c'est-à-dire à deux adverbes homonymes qui ont deux syntaxes différentes, l'un étant un adverbe disjonctif et par conséquent un adverbe de phrase, l'autre un adverbe intégré à la proposition. Il est incontestable que l'adverbe bêtement n'a pas dans les deux cas la même contribution au sens de l'énoncé et que l'auteur a raison de parler, dans un cas d'un adverbe disjonctif qui porte sur la phrase entière, Molinier et Levrier 2107, et dans l'autre, d'un adverbe intégré à la proposition qui porte sur le verbe. Dans le premier cas, il fait apparaître une signification du type « Il est bête que Pierre ait répondu à la question de Marie », et dans le second cas, une signification du type « Pierre a répondu d'une façon bête à la question de Marie ». Et il est intéressant que les auteurs établissent une sorte de distribution syntaxique complémentaire entre ces deux emplois. Dans le second cas, l'adverbe fait partie du SV, alors que dans le premier il est extérieur à ce SV quand il est interposé, et extérieur à la proposition à laquelle appartient le SV quand il est extraposé. Mais faut-il de ce fait postuler deux lexèmes homonymes comme le font nos auteurs ? C'est loin d'être évident. Car dans les deux cas on retrouve le même sens de bête, la différence venant de ce que ce sens s'applique dans un cas à la signification de toute la proposition Pierre a répondu à la question de Marie, et dans l'autre à la signification seulement du verbe a répondu. Il nous semblerait plus satisfaisant de transposer une des règles de variation phonologique formulées par Troubetskoy, confère la troisième règle de Troubetskoy 1967-50, en disant « Si deux expressions d'une langue, parentes entre elles au point de vue sémantique et morphématique, ne se présentent jamais dans le même entourage syntaxique, elles sont à considérer comme des variantes combinatoires du même signifié. Nous préférerions donc parler de la polysémie et non de l'homonymie de l'adverbe bêtement,
en précisant même que c'est à cause de sa position syntaxique hors d'une proposition que son signifié est appliqué à cette proposition, alors qu'il n'est appliqué qu'au verbe, quand il est syntaxiquement rattaché à ce dernier. Le problème qui se pose alors est de savoir pourquoi il n'en est pas de même de l'adverbe anxieusement, et d'une façon générale, de la grosse majorité des adverbes de manière orientée vers le sujet qui sont intégrés à la proposition. Cela vient de ce que son sémantisme n'est pas apte à s'appliquer à un événement. On ne peut pas dire « Il est anxieux que Luc attende les résultats ». L'adjectif anxieux désigne l'état psychologique d'un individu. Il signifie d'après le nouveau petit Robert qui éprouve de l'anxiété. Ému, agité, anxieux, Maupassant. Tous anxieux de voir surgir le chef borgne, Hérédia. Il peut, certes, être appliqué à des noms qui ne désignent pas un individu et signifie alors qui s'accompagne d'anxiété, marque de l'anxiété. État anxieux, crise anxieuse. Une attente anxieuse. Regard anxieux. Mais il s'agit alors, toujours d'un nom qui implique un individu éprouvant de l'anxiété, jamais d'un simple événement. Ceci est très différent de l'adjectif bête, dont le nouveau petit Robert donne les définitions sémantiques suivantes. 1. Qui manque d'intelligence, de jugement. Il est bête comme un âne, une oie, comme ses pieds. Une idée, une histoire bête. 2. Qui manque d'attention, d'à propos. Suis-je bête de l'avoir oublié? 3. Absurde et regrettable, événement. Un accident bête. C'est bête, je ne m'en souviens pas. Quand un adverbe comme anxieusement est syntaxiquement sorti de la proposition, son sémantisme ne peut pas s'appliquer à toute cette proposition, puisqu'il concerne nécessairement un individu qui ne peut être que le sujet de la proposition, d'où l'appellation des adverbes de manière orientée vers le sujet de ch. Molinier. Et le sens de l'énoncé ne sera pas très différent de celui de l'énoncé où le dit adverbe est dans le SV, d'où l'appellation des adverbes endocentriques, que lui donnent ces guillemets. Il désignera effectivement la même situation extralinguistique, mais en la présentant d'une façon différente. Comme l'a justement observé Séguimier, l'adverbe, à l'intérieur du SV, a un rôle rématique, confère. Guimier, 1996, 75-76, et fait partie de l'apport informatif de l'énoncé, tandis que détaché en tête de phrase, il a un rôle thématique, étant le support informatif du message. Si donc la désignation de ces deux types d'énoncés est la même, leur signification est différente. 3.2. Adverbes de manière verbaux. Ils sont construits sur des adjectifs désignant des propriétés prédicables de procès, et non prédicables normalement d'être humain ou animé en tant que tel. Molinier et Levrier 2149. Max a fermé hermétiquement le bocal. Max regardait fixement l'horizon. Attachés exclusivement au procès, ils n'apparaissent, dans leur grande majorité, 85% Molinier et Levrier 2157, qu'en position post-verbale, la position initiale détachée étant exclue. Hermétiquement, Max a fermé le bocal. Fixement, Max regardait l'horizon, Molinier et Levrier 2157. Mais il arrive que leur sémantisme implique forcément un individu, même si l'adjectif dont ils dérivent ne peut pas être asserté de cet individu. Ils sont alors détachables en début de phrase. C'est le cas notamment des adverbes délibérément, intentionnellement, ostensiblement, sciemment et volontairement, qui peuvent être détachés et clivés, et que ch. Molinier appelle adverbe de volonté. Délibérément, Luc a quitté les lieux. Égal c'est délibérément que Luc a quitté les lieux. Volontairement, Luc s'est arrêté. Égal c'est volontairement que Luc s'est arrêté. Molinier et Levrier 2181. Dans ce dernier cas, on remarquera que l'adverbe volontairement qui signifie par un acte volontaire, délibéré, correspond au sens de qui résulte d'un acte de volonté, LNPR, de l'adjectif volontaire et ne se dit pas d'une personne. Quand cet adjectif s'emploie à propos d'une personne, il a le sens de qui a ou marque de la volonté une volonté ferme, LNPR, sens que ne connaît pas l'adverbe volontairement. 3.3. Adverbe de manière quantifieur. Ils se répartissent en trois grandes classes, d'inégale importance, suivant la nature de l'adverbial foyer de la phrase interrogative auquel ils s'associent.
On distingue ainsi des adverbes intensifs, des adverbes de complétude et des adverbes d'extension qualitative. Molinier et Levrier, 2188. Les premiers, considérablement plus, énormément plus, modérément, sont associés à une question avec l'adverbe beaucoup ou avec très plus adjectif, comme « Max a-t-il beaucoup souffert ?» ou « Max est-il très doué ?» Les deuxièmes, absolument plus, entièrement plus, partiellement, à une question avec l'adverbe tout à fait, comme Max a-t-il tout à fait tort? Et les troisièmes, essentiellement plus, intrinsèquement plus, typiquement, à une question avec l'adverbe fondamentalement, comme Max est-il fondamentalement pervers? Max aime, énormément plus, modérément plus, exagérément ce tableau. Molinier et Levrier, 2051. Max a absolument plus, entièrement plus, partiellement tort. Max est essentiellement plus, intrinsèquement plus, typiquement pervers. Molinier et Levrier, 2189. Dans la classe des adverbes intensifs, nos deux auteurs distinguent des adverbes intensifs en ment ceux que les grammaires appellent traditionnellement adverbes de quantité, à savoir beaucoup, très, autant, aussi, tant, si, plus, moins, davantage, trop, peu, assez, ne, pas du tout. Molinier et Levrier, 2190. Nous préférerions pour notre part ne garder parmi ces adverbes dits de quantité que beaucoup, autant, tant, davantage, ne, pas du tout, les autres n'étant pas d'après nous des adverbes, mais des lexèmes qui modifient les adjectifs ou les adverbes formés à partir de ces adjectifs. Car s'il n'est pas complètement impensable de considérer que plus, moins, trop, très, etc. sont des adverbes modifiant des adjectifs dans des exemples comme Max est trop plus, peu plus, assez plus, bavard. Il est impossible de voir des adverbes dans Max parle, trop plus, peu plus, assez plus, volontiers. Car cela correspondrait à une structure du type de la figure 2. Figure 2, assez adverbe. Mais un tel étiquetage indiquerait une coordination sans coordonnant, c'est-à-dire une juxtaposition de deux adverbes, ce qui ne peut pas être la bonne analyse de la construction assez volontiers. Cette construction est en effet une construction endocentrique, qui a pour noyau l'adverbe volontiers et ne pourrait nullement alterner avec assez et volontiers ou et assez et volontiers, comme ce devrait être le cas s'il s'agissait d'une juxtaposition d'adverbes. Une telle difficulté théorique disparaît si l'on fait entrer les lexèmes comme assez, plus, très, etc., dans une autre classe que celle des adverbes, par exemple dans la classe des particules qui sont expansions d'adjectifs ou d'adverbes. Dans une langue comme le latin, les grammaires sont tentées de parler d'un adverbe de comparatif magis et d'un adverbe de superlatif maxime. Figure 3. Adverbe latin au comparatif. Mais magis pie plus pieusement et maxime pie très pieusement sont l'équivalent fonctionnel respectivement de fortin plus courageusement et de fortissime très courageusement, où il n'est plus question de parler d'adverbe. Dans tous ces cas, on a affaire à une expansion d'adjectifs, à savoir le morphème intensif de comparatif ou de superlatif, qui ne peut se combiner qu'avec un adjectif, ce qui correspond aux structures de la figure 3, où les constructions adverbiales sont effectivement endocentriques. Et c'est lorsque cette expansion d'adjectifs a une autonomie syntagmatique de mots que nous proposons de parler de particules, et non d'adverbes. La même analyse du prétendu adverbe français assez en tant que particule correspondra à la structure de la figure 4. Figure 4. Assez particule. Il n'y aura plus alors qu'à expliquer pourquoi il est possible de dire en français Max souffre, trop plus, peu plus, assez plus. Molinier et Levrier, 2190. En l'absence de tout adjectif ou de tout adverbe. On dira que le morphème qui est normalement une expansion d'adjectif ou d'adverbe est alors adjectivé ou adverbialisé, c'est-à-dire est entré dans le paradigme de l'adjectif ou de l'adverbe, suivant les cas. 3.4. Adverbe de point de vue. Alors que les adverbes intégrés à la proposition envisagée jusqu'à présent, sauf les adverbes de volonté, ne peuvent pas être détachés devant une proposition négative. Attentivement, Max n'a pas lu la notice. Molinier et Levrier, 2118. Hermétiquement, Max n'a pas fermé le bocal, Molinier et Levrier, 2148. Volontairement, Luc ne s'est pas arrêté, Molinier et Levrier, 2182. Considérablement plus, énormément plus, modérément,
Max n'a pas souffert, Molinier et Levrier 2188. Les adverbes de point de vue sont acceptables en position détachée en tête de phrase négative, Molinier et Levrier 2051. Financièrement, cette opération ne fut pas un fiasco. Légalement, Luc n'a pas le droit d'agir ainsi. Molinier et Levrier 2220. L'adverbe a alors, pour fonction de spécifier pour quel domaine une proposition est vraie. Financièrement, cette opération fut un fiasco, mais politiquement elle fut un succès. Molinier et Levrier 2221. Cette famille sémantique d'adverbes a forcément ce même sens quand les adverbes sont construits après le verbe, que lorsqu'ils sont détachés. La différence de sens des énoncés est alors une question de présentation de l'information. L'adverbe est rématique quand il se trouve dans le SV, il est thématique, ou plutôt soit support informatif soit report informatif quand il est extraposé ou interposé. 3.5. Adverbes de temps. Les adverbes de temps peuvent, pour la plus grande majorité d'entre eux, Molinier et Levrier 2239, figurer en position détachée en tête de phrase négative. Ils peuvent également être extraits dans ces que, et ils sont reconnus comme tels par la possibilité d'association à un adverbe ou à un groupe foyer d'une phrase interrogative portant sur la date, la durée ou la fréquence. Molinier et Levrier 2239, d'où les trois sous-classes principales d'adverbes de temps à savoir a. Les adverbes de date, Molinier et Levrier 2051. Max est venu ici, dernièrement plus récemment plus. Molinier et Levrier 2051. B. Les adverbes de durée. Max reste momentanément plus provisoirement plus, ici, Molinier et Levrier 2051. C. Et les adverbes de fréquence. Max va, occasionnellement plus rarement plus, au concert, Molinier et Levrier 2051. 3.6. Adverbes focalisateurs. Les adverbes qui sont regroupés dans la classe des adverbes focalisateurs ont au moins trois particularités. Ils ne peuvent pas figurer en position détachée en tête de phrase négative, Molinier et Levrier 2000, 52 et 273. Ils sont attachés non au verbe, mais à un SN et ils ne peuvent pas être clivés dans ces que, si ce n'est en compagnie du SN auquel ils sont attachés. Les adverbes regroupés dans cette classe ne peuvent figurer en position détachée en tête de phrase négative, n'acceptent pas d'être extraits dans ces que, mais peuvent toujours être extraits dans ces que en compagnie d'un GN constituant majeur de la phrase, Molinier et Levrier 2052. Max principalement boit du vin. Max boit principalement du vin. Max boit du vin principalement le matin. C'est principalement Max qui boit du vin. C'est principalement du vin que boit Max. C'est principalement le matin que Max boit du vin. Dans le premier cas, l'adverbe focalisateur implique qu'il existe un ensemble d'individus susceptibles de boire du vin et distingue Max dans cet ensemble. Dans le deuxième, il implique qu'il existe un ensemble de boissons susceptibles d'être bues par Max et distingue le vin dans cet ensemble. Et dans le dernier cas, il implique un ensemble de moments pendant lesquels Max est susceptible de boire du vin et distingue le matin dans cet ensemble. Ch. Molinier a recensé 16 adverbes de manière focalisateur en ment, Molinier et Levrier, 2275, parmi lesquels on retiendra sans hésitation, au moins essentiellement, exactement, simplement, notamment, seulement, particulièrement, principalement, mais auquel Henning Nolke ajouterait d'autres adverbes encore plus représentatifs de cette classe et notamment même surtout. Deux choses sont frappantes, quand on examine ces adverbes dits focalisateurs ou paradigmatisants. D'abord, on ne peut jamais les faire commuter avec un syntagme prépositionnel. Et d'autre part, la plupart des prétendus adverbes en ment n'ont rien à voir, ou plus rien à voir avec l'adjectif dont ils seraient formellement dérivés. Par conséquent, plutôt que d'y voir des adverbes, comme le fait la tradition grammaticale, nous y verrions là aussi des particules, dont la fonction est d'être expansion d'un constituant quelconque, aussi bien nominal qu'adjectival que verbal, etc. Ils peuvent certes être expansion de verbes ou de syntagme verbal, comme les adverbes, sans être pour autant des adverbes, puisqu'ils ne commutent pas avec un syntagme adverbial. Et inversement, certains adverbes ou anciens adverbes peuvent, en raison de leur sémantisme propre, entrer ou être entrés dans ce paradigme. Mais ils ne doivent pas pour autant être considérés comme des modèles dudit paradigme.
les modèles étant des particules comme même, surtout ou comme seulement, notamment particulièrement, qui sont d'anciens adverbes en ment devenus de simples particules morphématiquement indécomposables. En conclusion, 2 choses. D'abord, s'il est intéressant et utile de classer les adverbes d'après leur sens, il faudrait aussi les classer d'après leur fonction syntaxique, c'est-à-dire d'après leur position dans la structure de la phrase, position détachée en tête ou en fin de proposition, position interposée dans la phrase et position dans le SV, ce que Ch. Molinier a fait très systématiquement, mais en considérant qu'il ne s'agit là que de simples faits d'ordre des mots. Et il conviendrait de voir alors en fonction de leurs différentes positions structurales et de leur sémantisme propre, leurs éventuelles différentes contributions au sens de l'énoncé. Deuxièmement, il ne faut peut-être pas trop vite se résigner à considérer la classe des adverbes comme un fourre-tout hétérogène. Celle-ci gagnerait en unité et en clarté, si on en retirait les morphèmes qui sont simplement des expansions d'adjectifs, de SN ou de propositions, pour les mettre dans différentes classes de particules, lorsqu'à la différence des expansions nominales comme le nombre ou des expansions verbales comme les temps, les voix ou les modes, ils ont une certaine autonomie syntagmatique. Cela permettrait peut-être alors de définir les adverbes comme des morphèmes ou synthèmes qui commutent avec le syntagme prépositionnel, ou plutôt comme les modèles du paradigme des syntagmes prépositionnels. Bibliographie. Greenbaum Sydney 1969, Studies in English Adverbial Usage, Londres Longman. Guimier Claude 1988, Syntaxe de l'adverbe anglais, Lille, Presse universitaire de Lille. Guimier 1991, Peut-on définir l'adverbe? INSEE Guimier et Pélarché, E accent aigu DS, Les états de l'adverbe, Travaux linguistiques du CERLICO 3, Presse de l'Université de Rennes 2, 11 à 34. Guimier 1996, Les adverbes du français. Le cas des adverbes en ment, Col. L'essentiel français, Paris Gap, Offris. Le Goffic Pierre 1993, Grammaire de la phrase française, Paris Hachette. Martin Robert 1973, Le mot puisque, notion d'adverbe de phrase et présupposition sémantique, In Studia Neophilologica XLV 104 à 114. Molinier Christian 1984, Études syntaxiques et sémantiques des adverbes de manière en ment, thèse d'État, Toulouse. Molinier 1990, Une classification des adverbes en ment, In Langage 88, 28 à 40. Molinier Christian et LEVRIER Françoise 2000, Grammaire des adverbes. Description des formes en ment, Genève, Droz. Mordrup Olé 1976, Une analyse non transformationnelle des adverbes en ment, Revue romane numéro spécial 11, Copenhague, Akademisk Forlag. Neugaard Morten 1992, 1993, 1995, Les adverbes français. Essai de description fonctionnelle, 3 vols, Historique philosophique Meddelser 66, Copenhague, Mønskagard. Nolke Henning 1983, Les adverbes paradigmatisants, Fonction et analyse, Revue romane numéro spécial 23, Copenhague, Akademisk Forlag. Nolke édition 1990, Classification des adverbes. Langue française numéro 18. Quark Randolph, Greenbaum Sydney, Leach Geoffrey, SVATVIK janvier 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, Londres Longman. SCHLYTER Suzanne 1977, La place des adverbes en ment en français, thèse de doctorat, Constance. Trubetskoy NS 1967, Principe de phonologie, trad par J. Cantino, original 1939, Paris Klinksik. Les emplois de l'AT. Pro-Inde. Bernard Bortolucci. Liliane SZNAJDER. Université Paris-Ouest Nanterre. 1. Introduction. Classé dans les adverbes par J. Denous 2004, Pro-Inde Pro-1 est intégré dans la famille des adverbes marquant la provenance, Inde, ex-Inde, per-Inde, et suivant Aemou et Ameyet 1960, signifierait à l'origine, de là en allant plus loin. Il est donc tentant de rechercher, comme pour Inde, une dérive depuis son emploi local jusqu'à ses emplois comparatifs et conclusifs exhortatifs, confère. J. Hilton 1999. En effet, 2 grands emplois sont répertoriés qui paraissent complètement dissociés en latin. Adverbe corrélatif dans des structures comparatives, pro-indut, assez, quasi, quam.
Proind renvoie à un constituant qui est le point de référence pour la comparaison. 1. Itaki ies animam data mes proind ace salem, quae seruare carnem. Var 2 4 10. C'est pourquoi la vie leur, au porc, a été donnée comme le sel pour conserver leur chair. Particule conclusive exhortative confère. R. Islada 1994 sur 319, presque exclusivement représenté dans les discours directs, DD, et indirects, dit, avec l'impératif ou le subjonctif. Le contenu de l'injonction est présenté comme la conséquence inévitable de la situation ou des arguments précédemment introduits. 2. Frustra inqui, me aeuite subuenaior conamini quem aiam sangi uiresque deficion. Proindabit, dum et faculta, uos cad legionem recipic. CBG 756. C'est en vain, dit-il, que vous vous efforcez de sauver ma vie quand déjà ma vigueur et mes forces m'abandonnent. En conséquence, partez tant que vous le pouvez encore et rejoignez la Légion. Il semble pourtant que d'autres emplois puissent être identifiés, notamment un emploi comme connecteur purement consécutif. 3. Ideoc necesse. Non possin alio sali coniuncher sensus. Nec poro poteren tipsi reprehendere cesse. Equa fides coniam de bebi semper aberi. Proint quad incoquest suissum tempore, uerum. L'UCR 4 495 à 499. Il s'ensuit nécessairement que les sens ne peuvent se contrôler entre eux. Ils ne pourront davantage se corriger eux-mêmes, puisque toujours nous devrons leur accorder une foi égale. Par conséquent, à chaque instant leurs perceptions sont vraies. On peut se demander si cette dernière valeur est le témoignage d'une étape intermédiaire entre l'emploi local temporel et l'emploi comme particule illocutoire, ce qui irait dans le sens de l'évolution générale proposée par Eutrogoth et Erdascher, 2002. La difficulté de l'enquête provient en grande partie des variations considérables entre auteurs, confère tableau 4 infra 2. Notre projet est de reprendre chacun des emplois pour préciser le statut de proind, en étudiant successivement l'insertion de proind dans la famille de ind et ses premiers emplois. Y a-t-il trace d'un emploi local ou temporel? Le statut de proind comparatif. Proind conclusif injonctif. Ses spécificités dans la famille des particules injonctives. Proind connecteur consécutif, identification, genèse, concurrence avec ergo, igiture, itac. Le corpus retenu a été le plus large possible, mais l'étude s'appuie surtout sur des auteurs présentant les échantillons les plus vastes. De fait, c'est un mot dont la fréquence est basse parmi les adverbes et connecteurs, plus petit que indice millième chez Cicéron ou Sénèque. 4. 2. Position de proind dans la famille de ind. 2.1. Cette famille a été étudiée dans son évolution par J. Hilton, 1999. Il voit une évolution de ind qui va du sens spatial à une valeur instrumentale, en passant par un sens temporel puis causal. La logique de l'évolution verrait l'affaiblissement de la valeur spatiale, prise en charge par des formes renforcées, exind, perind, proind, subind, qui à leur tour auraient vu leur emploi fortement spécialisé. J. Hilton 1999 sur 202-204, 4. Ce scénario paraît évident et corroboré par l'évolution d'autres adverbes de lieu devenant adverbes de temps, puis par grammaticalisation et modalisation, connecteurs ou particules énonciatives, confère. R. Islada 1994, Secron 1995, à Bertocchi M. Maraldi à Orlandini, 1999, reprenant le schéma évolutif de Eutrogoth, Erdascher 2002. Mais dans le cas de proind, les étapes intermédiaires ne sont guère illustrées par les données. En effet, le tableau de fréquence dressé par J. Hilton sur un corpus réduit 1999 sur 202, 5, fait apparaître une hétérogénéité complète pour les dérivés. 5. Les 4 formes renforcées avec ex, pro, per, sub ne semblent pas se développer en même temps, mais surtout proind et sa variante proin sont d'emblée aussi fréquents que ind lui-même, 37-35e selon le décompte de J. Hilton 6 et ne présente chez Plaute de valeur ni locale ni temporelle, tandis que ind n'est justement encore que local ou temporel. En outre, contrairement à ce que dit J. Hilton, proind n'est pas spécialisé dans l'emploi comparatif corrélatif, proindut, assez, quam, puisque, est attesté aussi la valeur conclusive exhortative 7. 6. Citam obstinat agressus, ut non odeam.
Profecto per contanticum promam omnia. Proind actutum istuc quid sit quod sirex petis. Eloquer, utipse cibo te faciam utia. Pa assassine. 25 à 28. Tu as mené l'attaque avec une telle obstination que je n'ose vraiment plus me dérober à ton interrogatoire. Dis-moi donc tout de suite ce que tu veux savoir, ce que je saurai, tu le sauras toi-même. La valeur conclusive exhortative est même la seule attestée dans les plus anciens témoignages. Les deux occurrences de Naevius 8 sont suivies de l'impératif. Il est difficile d'aller plus loin dans la mesure où pour la période préclassique, les deux autres corpus un peu importants montrent soit une absence totale de proinde, Caton, soit une représentation trop faible pour être pertinente, Terence. Il n'en reste pas moins que Terence présente majoritairement 6/9, l'emploi conclusif injonctif. On voit donc que très tôt coexistent deux emplois totalement disjoints, qui laisseraient supposer que la dérive à partir de la valeur locale a opéré à une date très ancienne, alors même qu'elle n'avait pas encore commencé d'affecter un de lui-même. Il y a là, pour le moins, une étrangeté. 2.2. À défaut de voir attester des emplois de proinde indiquant explicitement le lieu, peut-on au moins trouver des emplois conservant la trace d'une valeur temporelle ? En effet, comme Inde, proinde est un anaphorique pouvant renvoyer à une situation contextuellement définie, qui est elle-même préalable à la situation développée avec proinde. Dans ce cas, proinde présente-t-il une succession chronologique sous-jacente, lui permettant de commuter avec Inde ou ex-Inde ? Cela ne semble pas être le cas, que ce soit comme particule conclusive injonctive ou comme connecteur consécutif, proinde n'introduit jamais que des conséquences logiques, factuelles ou non, de l'état de fait précédent. Une exception tout de même, quelques emplois en latin tardif, dans lesquels proinde introduit une situation découlant d'une situation antérieure. 7. Alios barbaros, occupatis habilibus locis de cursu facili proterens nonnulos poor tradito sepi. Proinde certior iam spe ad resistendum ingruntibus confirmatus per multa discrimina veni tricas, 9, AMM 16,26 à 7. En s'emparant de positions favorables, il écrasa aisément par des attaques d'autres barbares et en captura plusieurs qui se livrèrent terrifiés. À la suite de quoi aussi sa confiance s'accrut, telle, de pouvoir résister à leurs attaques et il parvint à 3 après quantité d'affrontements. Les verbes au parfait sont caractéristiques de cet emploi, et laissent penser que proinde entre alors en concurrence avec Itake. Il est difficile de croire que cette valeur temporelle de proinde se serait perpétuée de façon souterraine, depuis la période la plus ancienne sans trace initiale, ni intermédiaire dans la littérature. Il est plus probable qu'il s'agit d'une évolution tardive dérivée de l'emploi consécutif et ou de la concurrence avec d'autres connecteurs temporels apparentés, comme ex-Inde. 2.3. Si ne sont attestés anciennement ni le sens local, ni la valeur temporelle, peut-on trouver des traces de la valeur anaphorique ? En effet, dans son évolution, Inde reste foncièrement un anaphorique, renvoyant à un lieu, un moment ou une situation précédemment mentionnée. Qu'en est-il de proinde ? Ce sens non plus n'est pas nettement représenté. Nous avons relevé dans la correspondance de Cicéron une occurrence de proinde qui ne se laisse pas interpréter comme simplement consécutif. 8. Et si omni tempore summa studia officii mutuo interno certatim constiturun pro nostra interno familiaritate et proinde diligente abeu troc conservata sunt, tamen non dubito. Sic femme 10,34 à 1. Même si de tout temps la plus grande ardeur à nous rendre mutuellement service a régné entre nous, vu notre amitié étroite, laquelle a fait aussi que nous avons conservé tous deux cette ardeur, je ne doute pas cependant. Il ne semble pas que diligente abeu troc conservata sunt soit la conséquence, ni factuelle ni logique, de l'état de fait précédent, l'ardeur à se rendre service, mais nous y verrions plutôt la reprise du syntagme pro nostra interno familiaritate, lequel se trouve justement mis en relief par la postposition dans la première proposition 10. 3. Proinde comparatif. 3.1. Adverbe corrélatif. Comme adverbe corrélatif, proinde est en distribution. D'une part avec les adverbes de manière 11 marquant la ressemblance ou la différence, parité, similité, alité qui se construisent avec assez, quam, quam si ou quasi. D'autre part avec les corrélatifs anaphoriques,
ITA si qui se construisent avec ut. La concurrence de périnde pose a priori problème. Issus de la même base adverbiale, les deux composés coexistent à toutes les époques, dans des constructions à peu près similaires et avec des significations très proches, voire identiques, confère. J. Holmes 1997. A. Proinde AC. Proinde est un modifieur portant sur un constituant qu'il précède, adjectif ou prédicat verbal. Il établit avec le constituant corrélé un rapport de proportionnalité. 9. Turturibus item. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.